Deux chiffres suffisent à faire vaciller un continent. Une promesse d'intervention, viciously au Nigeria, et des millions de vies déjà prises en étau par l'insécurité. Dans le même temps, les discours officiels répètent le vocabulaire de la coopération et de la stabilité, alors que sur le terrain, la dépendance militaire et financière s'approfondit chaque mois. Au cœur de cette contradiction, une question obsède désormais éditorialistes et citoyens. Que se passe-t-il si, face à cette pression, des dirigeants comme Ibrahim Traoré refusent de plier? C'est à partir de cette fissure chiffrée que l'histoire bascule. Au moment où les mots de Washington ravivent de vieilles cicatrices, une promesse implicite traverse le débat. Comprendre cette séquence, c'est saisir ce qui conditionne réellement l'autonomie de l'Afrique de l'Ouest. La valeur centrale est claire. Offrir une lecture lucide pour renforcer la capacité de décision. 12 mots qui résument l'enjeu actuel. Car derrière les déclarations publiques se cache un terrain mouvant où diplomatie de crise, dépendance logistique et pression régionale s'entrecroisent sans avertissement. Les gouvernements tentent d'équilibrer sécurité immédiate et souveraineté durable, tandis que les citoyens observent chaque signal extérieur comme un test de cohérence nationale. Le Burkina Faso, le Nigeria, le Mali et le Niger évoluent dans un champ magnétique où chaque inclinaison influence les perceptions collectives. Accepter l'aide, la refuser ou tenter de réécrire ses conditions. Et c'est précisément ici qu'un micro-hook s'impose. Si l'équation paraît simple, pourquoi chaque capitale hésite-t-elle autant? C'est cette tension, visible, mesurable, inévitable, qui déterminera le coût politique, économique et humain des prochains mois. Deux révélations, surgies presque en même temps, redessinent silencieusement le cadre de la crise. La première, les mots de Donald Trump n'ont pas seulement créé un choc médiatique, ils ont réveillé un vieux réflexe continental, celui de se méfier des sauveurs extérieurs, surtout lorsqu'il s'adresse à un pays de plus de 200 millions d'habitants déjà soumis à des tensions internes. La deuxième, cet avertissement n'est pas tombé dans le vide, il a percuté un Nigeria où ligne sécuritaire, clivage politique et anxiété locale étaient déjà à fleur de peau. Dans ce paysage saturé, une donnée nouvelle se glisse dans la dynamique régionale. La posture souverainiste portée au Sahel, notamment par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Sans intervenir dans les affaires nigérianes, Ibrahim Traoré devient un point de contraste involontaire. Son discours frontal sert de miroir critique face au narratif qui présente l'aide occidentale comme une évidence. Cette juxtaposition crée un effet d'écho. Plus le vocabulaire interventionniste circule, plus la revendication d'autonomie gagne en résonance. Côté Abuja, la chronologie s'installe avec une logique implacable. Déclaration américaine, agitation médiatique, convocation du cabinet sécuritaire, puis multiplication des réactions locales, éditorialistes, responsables religieux, voix régionales. Chaque hacker interprète le terme viciously selon sa propre mémoire politique, et cette pluralité d'interprétations transforme une phrase en catalyseur. Simultanément, une diagonale s'impose. Bamako, Ouagadougou, Niamey. Là, la rupture avec les dispositifs militaires extérieurs devient un axe structurant. Les discours souverainistes du Sahel influencent indirectement les lectures nigérianes, créant une tension entre prudence institutionnelle et impatience populaire. Les réseaux sociaux amplifient cette dualité, circulant d'une capitale à l'autre avec une rapidité qui dépasse les stratégies officielles. C'est ce croisement, pression extérieure, vulnérabilité nigériane, montée d'un souverainisme sahélien, qui forge la bois kank véritable. Tout s'enchaîne dès lors. Discours, réaction, réécriture politique, repositionnements régionaux.
une séquence courte mais déjà structurante. Dans cette séquence en tension, trois figures émergent comme guides involontaires des perceptions publiques. À Abuja, le président Tinubu incarne la prudence institutionnelle. Il consulte ses chefs militaires, évalue les risques diplomatiques et choisit une communication mesurée. Ce style méthodique façonne la première microcase, un cabinet resserré tentant d'éviter l'escalade, tout en maintenant des partenariats jugés nécessaires au maintien de la cohésion intérieure. Les conseillers insistent sur une ligne simple: ne pas transformer un choc verbal venu de l'extérieur en crise politique interne. Plus au nord, les signaux venus du Sahel modifient subtilement la lecture des événements. Le discours ferme d'Ouagadougou, où Ibrahim Traoré affirme que nul peuple n'a besoin d'un sauveur étranger, circule sans filtre diplomatique. Cette phrase devient un point de repère symbolique, alimentant une deuxième microcase. Dans plusieurs campus nigérians, les débats se polarisent autour d'une alternative précipitée: compter sur l'appui extérieur ou renforcer une autonomie régionale. Les étudiants interprètent la posture sahélienne comme un appel à une responsabilité nationale accrue. Entre ces deux pôles, les rédactions de Lagos et d'Abuja tentent de réintroduire des repères factuels. Elles alternent analyse historique, rappels sécuritaires et mise en garde contre les lectures émotionnelles de la crise. Ce travail de contextualisation façonne les premières perceptions collectives. D'un côté, les risques diplomatiques d'une réaction trop vive, de l'autre, la possibilité d'un tournant souverainiste renforcé. À ce stade, les effets sont encore diffus, mais ils orientent déjà les lignes de fracture qui structureront les semaines suivantes. Pour mieux comprendre ce passage, il est utile d'en saisir l'implication réelle. Tout commence par une phrase qui traverse l'Atlantique comme un projectile politique: viciously. Un mot sec lancé depuis Washington qui atteint Abuja avant même que les analystes ne saisissent son ampleur. Le cabinet de sécurité se réunit. Les conseillers évaluent l'impact potentiel: diplomatique, médiatique, psychologique. La chronologie se verrouille. La première note de choc démarre. Les radios de Lagos s'enflamment. Les éditorialistes convoquent l'Irak et la Libye. Les leaders religieux interprètent le terme comme un avertissement métaphorique. En quelques heures, le mot devient slogan. Puis, même. Puis, polarisation. C'est le quiche roite. Pas spectaculaire, mais instantané. Les ambassades occidentales renforcent leur protocole de sécurité. Washington envoie des messages privés à Abuja. Paris dépêche des émissaires. Moscou avance une offre alternative. Pékin observe sans se compromettre. La scène se réorganise. Chaque capitale interprète le signal différemment. Le Nigeria, lui, tente de maintenir une ligne de retenue. Buter, calculer. Au Sahel, une phrase prononcée à Ouagadougou accélère le rythme. Ibrahim Traoré parle dans un stade. Son discours circule. Pas seulement au Burkina Faso, au Mali, au Niger et jusque dans les téléphones des étudiants nigérians. Le contraste avec la posture de prudence d'Abuja devient évident. Cette résonance scelle le passage vers la Cao-Trao. Tinubu convoque un sommet régional improvisé. Deux visions s'affrontent. L'une, diplomatique, prône la coordination et l'apaisement. L'autre, panafricaine, défend la rupture symbolique avec les dispositifs occidentaux. Aucun accord, aucune synthèse, juste un affrontement idéologique sans résolution immédiate. Pendant ce temps, les réseaux sociaux accélèrent, les vidéos d'allocution sahéliennes circulent, les commentaires s'enchaînent, certains réclament la fermeté, d'autres craignent l'escalade. Le climat se tend, les milices locales du nord nigérian réapparaissent dans le paysage. Pas pour combattre, pour montrer qu'elles existent, qu'elles observent, qu'elles pèsent. Une spirale. Les marchés pétroliers réagissent légèrement. Le Naïra tremble. Les analystes financiers redoutent un malentendu diplomatique.
Les chancelleries occidentales tentent d'ajuster leur narratif. Les chaînes panafricaines diffusent des images de patrouilles amateurs. Le symbolique devient politique. Le politique devient anxieux. À Washington, le département d'État reformule la discussion en termes de stabilité religieuse. À Paris, les médias parlent du quai syndrome Traoré. À Abuja, Tinubu multiplie les interviews. Il insiste sur la souveraineté du Nigeria. Mais ses phrases semblent défensives. Chaque justification devient combustible. Chaque mot devient lecture. Dans les rues, l'atmosphère se fragmente, les conversations des marchés, des campus, des transports urbains se transforment. Un glissement se produit. Les citoyens cessent de débattre de Trump ou de Tinubu. Ils discutent de leur marge de choix, de leur niveau de dépendance, de leur patience envers les récits imposés. Les réactions sahéliennes continuent de circuler, discrètement mais efficacement. Elles fournissent un miroir, un contre-récit, un point d'appui symbolique. Et, sans nommer Abuja, une phrase venue d'Ouagadougou se propage. Celui qui choisit sa voie ne demande pas la permission. Elle n'est pas attribuée officiellement, mais elle suit la silhouette d'Ibrahim Traoré à chaque partage. La séquence se stabilise enfin. Pas de résolution, pas d'accord, plutôt une recomposition silencieuse. Un cycle où chaque mot, chaque geste, chaque silence repositionne les acteurs. La crise, désormais, n'est plus un épisode isolé, elle devient une trajectoire. La dynamique de cette crise ne peut être comprise sans revenir aux données les plus concrètes. Elle dessine une mécanique lente mais déterminante où chaque choix politique se transforme en contrainte structurelle. Les faits disponibles montrent trois indicateurs majeurs, chacun révélant une couche différente de dépendance et de recalibrage stratégique. Premier indicateur, le Nigeria reçoit 86 millions de dollars d'équipements américains en 2024, soit une hausse de 42% par rapport à l'année précédente. Cette progression traduit un glissement mesuré mais réel. Plus l'aide augmente, plus la logistique locale s'efface. 12 mots qui résument l'effet de déplacement. Le ratio évoqué dans les analyses internes est simple. Chaque dollar d'équipement implique environ 1,3 $ de maintenance assurée par des sociétés américaines. Ce mécanisme n'est pas spectaculaire, mais il crée une rente technique qui se déploie sur plusieurs années. Abuja le sait. Les opposants le répètent. Toutefois, la pression sécuritaire limite la marge d'ajustement. Deuxième indicateur, la dette extérieure du Nigeria dépasse 45 milliards de dollars selon les données citées dans les échanges politiques récents. Cette charge modifie les arbitrages internes. Plus la dette augmente, plus l'autonomie politique se contracte. 11 mots qui condensent le problème. Les négociations financières impliquent en effet des conditions, parfois explicites, parfois implicites. Les dépenses sécuritaires dépendantes de financement extérieur atteignent 22%, créant un espace où une partie de la stabilité nationale se trouve adossée à des flux dont Abuja ne maîtrise ni la temporalité ni les modalités. Cette structure influence les débats internes et renforce les tensions entre prudence diplomatique et recherche d'autonomie. Troisième indicateur, selon les chiffres rapportés dans les discussions régionales, 38% des importations d'armements ouest-africains proviennent encore de pays de l'OTAN. Le chiffre n'est pas surprenant, mais il rappelle un fait brut. Moins les États innovent, plus la dépendance technique s'installe. 12 mots qui décrivent un verrou structurel. À l'inverse, le Burkina Faso suit une trajectoire décalée. 61% de ses nouvelles acquisitions militaires proviennent désormais de partenaires africains ou asiatiques. Ce basculement, observé depuis le Sahel,
alimente les discours appuyant une souveraineté accrue, et la posture d'Ibrahim Traoré devient un repère dans les débats régionaux. Au-delà de ces trois données, d'autres signaux émergent dans les conversations publiques. Les pays ayant réduit leur coopération militaire étrangère depuis 2020 enregistrent une amélioration interne estimée autour de 7%. Cette tendance crée un espace narratif où les partisans de l'autonomie sécuritaire voient une justification mesurable à leur position. Dans les campus, cette statistique circule comme un argument d'espoir. Dans les casernes, elle devient un rappel de responsabilité. Les effets économiques suivent la même logique. Chaque hausse d'un point d'aide extérieur se traduit par une baisse équivalente d'investissements domestiques dans la recherche de défense. Ce mécanisme, s'il se poursuit, pourrait figer des générations entières dans une dépendance technologique difficile à inverser. C'est ici que les perceptions se cristallisent. Hésiter, accepter, refuser ou réécrire les termes. Dans ce paysage chiffré, la question sous-jacente n'est pas morale, elle est structurelle, et chaque capitale devra en assumer le coût. Deux visions s'affrontent avec une cohérence interne que nul ne peut balayer d'un revers de main. Les partisans de la coopération extérieure défendent une position construite. Selon eux, la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest exige des équipements, des formations et des capacités que seule une assistance internationale peut fournir. Ils rappellent que les groupes armés mutent rapidement, que les zones frontalières restent poreuses et que sans appui logistique massif, les États les plus exposés risquent d'être submergés. Leur argument central repose sur une idée simple. Refuser l'aide reviendrait à priver des millions de civils d'une protection immédiate, au moment même où les pressions sécuritaires s'intensifient. Face à eux, les défenseurs de la souveraineté régionale s'appuient sur une lecture tout aussi rigoureuse. Ils soulignent que chaque paquet d'aide extérieure comporte des conditions politiques, stratégiques ou financières qui limitent la marge de décision nationale. Ils rappellent que les dispositifs occidentaux, lorsqu'ils s'installent, tendent à se prolonger indéfiniment, créant des cycles de dépendance technique difficiles à inverser. Pour ces voies-là, le renforcement des capacités locales n'est pas un idéal abstrait, mais une nécessité structurelle. Il s'appuie sur l'exemple sahélien où des dirigeants comme Ibrahim Traoré défendent l'idée qu'un pays ne peut construire sa stabilité qu'en reprenant le contrôle de ses propres leviers. Entre ces deux pôles, un point de friction apparaît. Les données citées dans les échanges politiques montrent que l'augmentation des aides extérieures entraîne mécaniquement une contraction des investissements domestiques dans la recherche de défense. Ce déplacement progressif agit comme un verrou réduisant la capacité des États à devenir pleinement autonomes. Autrement dit, les deux camps parlent du même objectif, la sécurité durable, mais divergent sur la trajectoire. L'un mise sur l'urgence immédiate, l'autre sur l'indépendance graduelle. Et c'est cette tension, plus que la confrontation idéologique, qui façonne les décisions des mois à venir. Ce moment charnière n'apparaît pas dans un communiqué officiel, mais dans un glissement collectif qui change la nature même de la crise. Jusqu'ici, le débat semblait opposer prudence étatique et pressions extérieures. Pourtant, à mesure que les discours circulent, une autre force se manifeste. La jeunesse africaine hyperconnectée, impatiente, critique envers les narratifs importés. Ce déplacement n'est pas marginal, il devient le nouveau centre de gravité. Les discussions se transforment. On ne parle plus seulement de Washington, ni même d'Abuja. On interroge la capacité des États à décider par eux-mêmes. Les slogans, les slogans se métamorphosent en revendications. Les échanges entre Lagos, Ouagadougou et Bamako tracent une diagonale culturelle inattendue.
Dans ce nouvel espace, les paroles directes d'Ibrahim Traoré servent de contraste symbolique, non pour imposer un modèle, mais pour rappeler la possibilité d'une voix sans condition extérieure. La latte véritable, elle est là. La crise quitte le terrain diplomatique pour entrer dans une zone où souveraineté, identité et mémoire politique s'entrelacent. Ce n'est plus seulement un affrontement institutionnel, c'est une lutte pour définir qui écrit l'avenir du continent. Les répercussions de la séquence géopolitique déclenchée par les propos américains se manifestent désormais dans quatre sphères distinctes, chacune révélant un type de pression différent. Rien n'est spectaculaire à première vue, mais tout devient déterminant à moyen terme. Pour les institutions nigérianes, la crise agit comme un test de cohésion interne. Le gouvernement doit simultanément rassurer les partenaires occidentaux, contenir les réactions populaires et préserver son autorité stratégique. Les hésitations d'Abuja dans les jours qui suivent la déclaration américaine créent une tension visible, notamment lorsque les premières divergences apparaissent entre les conseillers militaires et les responsables diplomatiques. Plus la pression extérieure augmente, plus le pouvoir politique se voit contraint de calibrer chaque mot, de peur qu'une phrase mal interprétée ne soit utilisée comme preuve d'alignement ou de faiblesse. La gouvernance devient exercice d'équilibre. Dans le secteur économique, les effets émergent de façon indirecte mais rapide. Les investisseurs étrangers évaluent le risque politique, entraînant une légère contraction des flux, particulièrement dans les secteurs liés à l'énergie et aux infrastructures. Les entreprises locales, elles, ressentent l'impact par les variations du prix du carburant et par l'instabilité des chaînes logistiques régionales. Les acteurs du marché craignent que toute escalade ou ambiguïté diplomatique ne perturbe les approvisionnements essentiels. Ce climat d'incertitude force les dirigeants d'entreprises à réviser leurs prévisions trimestrielles et à renforcer leurs marges de sécurité. Pour les citoyens, la crise n'a de sens que dans ses effets concrets. Sécurité quotidienne, coût des transports, stabilité des services publics. Les débats qui traversent Lagos, Kano ou Port Harcourt montrent une fatigue croissante face aux promesses extérieures. Une partie de la population interprète les discours internationaux comme une intrusion dans les affaires internes, tandis qu'une autre y voit une source potentielle de soutien technique. Dans ce brouillard, les paroles franches venues du Sahel, portées par des figures comme Ibrahim Traoré, résonnent comme un contre-récit inattendu, offrant un sentiment de clarté face aux ambiguïtés diplomatiques. Le résultat est une polarisation lente mais persistante. Sur le plan régional, la tension agit comme un révélateur. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, la séquence renforce un courant souverainiste déjà en plein essor. Les diplomates occidentaux parlent d'un effet Traoré, signe que la posture sahélienne influence désormais la perception du risque au-delà des frontières nationales. Dans les capitales côtières comme Accra ou Abidjan, les gouvernements observent avec prudence. Un repositionnement trop visible pourrait redessiner leurs relations internationales. À l'échelle du continent, la crise devient ainsi un moment de clarification idéologique, où chaque État mesure ce qu'il accepte, ce qu'il refuse et ce qu'il redoute. Au cours des prochains mois, la trajectoire de l'Afrique de l'Ouest dépendra de la manière dont les capitales absorberont le choc politique produit par la déclaration américaine et par les réactions sahéliennes. Les tendances déjà visibles permettent de dessiner trois scénarios distincts, chacun portant une série de compromis difficiles. Dans cette configuration, le Nigeria poursuit une ligne prudente. Abuja maintient son partenariat sécuritaire avec les États-Unis et l'Europe, tout en tentant de réduire la dépendance logistique là où les marges le permettent. Les pays du Sahel, eux, conservent leur cap souverainiste, mais sans chercher une rupture ouverte avec les puissances occidentales. Les relations régionales
s'organisent autour de coopérations ciblées, échanges d'informations, dispositifs frontaliers, démarches diplomatiques communes. Le système se stabilise, mais la pression demeure. Une forme d'équilibre précaire s'installe, suffisant pour éviter l'escalade, insuffisant pour transformer la dynamique structurelle. Dans ce scénario, la séquence actuelle accélère la convergence des positions sahéliennes et nigérianes. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger obtiennent un soutien moral inattendu de la jeunesse nigériane, dont les débats influencent progressivement l'agenda politique. Des accords militaires et économiques émergent, limités mais significatifs. Abuja explore des options de diversification stratégique, réduisant graduellement les dépendances critiques. Une coalition africaine naissante esquisse un modèle alternatif de sécurité et de gouvernance. Cette progression reste prudente, mais elle modifie la géométrie régionale. Ici, la pression extérieure se renforce. Les puissances occidentales conditionnent davantage leur soutien. Les inquiétudes économiques poussent Abuja à accepter des accords plus stricts. Les Les dynamiques souverainistes s'essoufflent, laissant les États du Sahel exposés à des contraintes renouvelées. Le cycle de dépendance militaire et financière reprend, plus profond et plus difficile à inverser. Dans tous les cas, une grille de lecture s'impose: ne pas confondre stabilité immédiate et autonomie durable. Les choix faits aujourd'hui décideront du coût structurel des 10 prochaines années. Les répercussions de cette crise ne touchent pas chaque public de la même manière, mais tous y cherchent un repère pour comprendre ce qui se joue réellement. Pour les citoyens ordinaires, la souveraineté n'a de sens que lorsqu'elle influence leur quotidien. Ils observent les débats internationaux depuis une distance prudente, évaluant ce qui pourrait améliorer ou détériorer leur sécurité immédiate. Prix du carburant, continuité des transports, stabilité des services publics, ce sont ces éléments tangibles qui façonnent leur jugement. Une première y s'impose alors. Suivre non pas les discours, mais les effets concrets. La jeunesse connectée, elle, vit cette séquence comme un tournant générationnel. Les échanges sur les réseaux sociaux montrent une impatience nouvelle face aux récits construits depuis l'extérieur. Les jeunes valorisent la clarté, la fermeté et l'absence de compromis perçus dans certaines postures venues du Sahel. Pour eux, la souveraineté n'est plus une abstraction politique, mais un réflexe culturel. Décider ici, imaginer ici, débattre ici. Une deuxième y émerge. Multiplier les espaces de participation où leur voix peut influencer les choix collectifs. Quant à la diaspora, dispersée de Londres à Montréal, elle ressent cette période comme un test moral. Elle soutient des familles, relaye des récits africains et rectifie des représentations souvent biaisées. Cette position hybride lui donne une responsabilité particulière: maintenir un lien fluide entre les réalités du terrain et les débats internationaux. En créant des plateformes de dialogue transnational, elle peut contribuer à réduire les malentendus qui alimentent les tensions actuelles. La séquence actuelle ouvre un espace rare, celui où les capitales peuvent encore transformer une crise narrative en occasion de rééquilibrage stratégique. Pour y parvenir, une feuille de route pragmatique s'impose, fondée sur des gestes mesurables plutôt que des déclarations symboliques. Acteurs: Nigeria et pays du Sahel. Action: réduire progressivement les segments de maintenance dépendant des fournisseurs extérieurs. Mesure: suivi mensuel du pourcentage d'opérations assurées localement. Objectif: éviter que l'aide internationale ne crée des contraintes structurelles supplémentaires. Acteurs: Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria. Action: mutualiser renseignements, formation et dispositifs frontaliers.
et en s'inspirant des approches sahéliennes portées par des figures comme Ibrahim Traoré. Mesure, nombre d'opérations conjointes réussies et rapidité de circulation des informations. Effet attendu, réduire la fragmentation sécuritaire régionale. Acteurs, ministère des Finances et de l'Industrie. Action, créer un fonds dédié à la modernisation technique en défense et infrastructures critiques. Mesure, part d'investissement domestique versus financements extérieurs. But, restaurer une marge de décision interne. Acteurs, gouvernement et société civile. Action, intégrer dans les programmes éducatifs une lecture claire des enjeux de souveraineté et de dépendance. Mesure, enquête d'opinion trimestrielle sur la compréhension publique des politiques extérieures. Finalité, consolider une culture politique où les choix nationaux sont assumés par les citoyens eux-mêmes. Cette feuille de route n'élimine pas les tensions. Elle crée cependant un terrain où elles deviennent gérables. Au moment de refermer cette séquence, un détail des premières heures revient comme un fil tendu. Ces signaux discrets apparus dans les campus, les rédactions et les marchés du Nord. Ils semblaient insignifiants, presque anecdotiques, lorsque les débats n'en étaient qu'à leur début. Pourtant, ce sont précisément ces micro-réactions, hésitations, débats, regards méfiants, qui annonçaient déjà la ligne de fracture actuelle. Elle révélait une impatience diffuse, une volonté de ne plus laisser les récits extérieurs dicter la marche à suivre. Dans cette dynamique, la silhouette d'Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme celle d'un héros, mais comme celle d'un repère symbolique. Sa posture a servi de miroir, un rappel que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une pratique quotidienne faite de décisions modestes, de refus assumés, de gestes qui ne demandent pas la permission. Et lorsque ces mêmes signaux initiaux réapparaissent aujourd'hui sous une autre forme, ils montrent que rien n'était anodin. Une direction s'est dessinée, fragile, incomplète, mais bien réelle. La dignité commence quand la permission s'arrête. Les récits qui traversent aujourd'hui l'Afrique ne sont plus de simples commentaires politiques. Ils deviennent des espaces partagés où chacun peut se situer, questionner ses alliances et comprendre comment des choix lointains influencent son quotidien. Dans les rues de Lagos comme dans celles de Ouagadougou, ce sont désormais les conversations ordinaires, un débat familial, un message partagé, une prise de position assumée qui façonnent les futurs possibles. Chacun pèse davantage qu'il ne l'imagine. Sur cette chaîne, l'objectif reste le même. Offrir des analyses claires, documentées, capables d'aider à lire les signaux faibles comme les mouvements profonds. Si vous souhaitez que ce type de décryptage continue, votre présence compte réellement. Un commentaire pour partager votre perspective, un abonnement pour suivre les prochains épisodes, et un partage si vous estimez que le sujet mérite d'être discuté plus largement. Alors, au milieu de ces débats qui redessinent le continent, quelle place souhaitez-vous occuper dans cette conversation collective?